Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans 5 des histoires d'accidents en grotte les plus terrifiantes. Et bien sûr, après avoir regardé, dites-moi en commentaire laquelle vous a paru la plus absurde. Le soir du 18 décembre 2004, un silence pesant recouvrait un petit village des Pyrénées dans le sud-ouest de la France. Jean-Luc Josuat Vergès, 48 ans, concierge dans un centre de soins, quitta sa maison sans trop de mots pour sa femme et son fils adolescent de 14 ans. Depuis des mois, il vivait sous une brume de dépression qui ne se dissipait jamais. Il avait sur lui une bouteille de whisky et quelques somnifères glissés dans la poche de son manteau. Il prit sa voiture et se dirigea vers les collines calcaires qui dominaient la région. Il gara son véhicule devant l'entrée d'une ancienne champignonnière souterraine creusée dans la roche. Il coupa le moteur, ouvrit la portière du conducteur et, lampe de poche à la main et whisky dans l'autre, il s'engouffra dans l'obscurité des galeries abandonnées. Ce n'était pas une simple grotte, mais un vaste réseau de galeries souterraines. À l'origine, c'était une carrière de craie, s'étendant sur environ 8 km à quelques 5 mètres sous terre. Couloirs sans issue, passages tordus et bifurcations innombrables formaient un décor qui brouillait tout repère. Jean-Luc s'aventura sans but précis, tournant tantôt à gauche, tantôt à droite, au hasard. En quelques minutes, il était perdu. Les couloirs se ressemblaient tellement qu'il ne pouvait plus dire s'il revenait sur ses pas ou s'il s'enfonçait toujours plus loin dans l'obscurité. Très vite, les piles de sa lampe commencèrent à faiblir. Le faisceau s'amenuisait jusqu'à s'éteindre complètement, le plongeant dans une obscurité totale. À partir de ce moment-là, toute notion d'orientation disparut. Il progressait à tâtons, les mains posées sur les parois froides et humides, avançant dans des couloirs où le sol devenait de plus en plus boueux. À un moment, la glaise aspira ses chaussures avec une telle force qu'il dut continuer pieds nus, ses semelles englouties dans la boue. La température constante avoisinait les 12 degrés. Largement suffisante pour devenir insupportable sans vêtements adaptés ni abri. Ses doigts longés à la roche calcaire, cherchant un indice d'une sortie possible. Mais chaque détour menait à un passage identique au précédent. Souvent, il croyait reconnaître un endroit et pensait revenir sur ses pas. Mais il se retrouvait toujours dans une partie encore inconnue du labyrinthe. Cette fausse impression de familiarité le trompait, lui donnant l'illusion de se rapprocher de la sortie, alors qu'il s'égarait toujours plus profondément. Au bout des premières 24 heures, la confusion céda la place à une panique grandissante. Le cerveau humain a besoin de repères visuels pour établir une carte mentale de l'espace. Mais dans ces ténèbres, cette faculté devenait inutile. La notion du temps s'effaçait aussi. Privé du cycle du jour et de la nuit, les heures se mélangeaient et le sentiment d'être perdu devenait toujours plus oppressant. Le 3e jour, la faim et la soif occupaient toutes ses pensées. Le whisky était fini et les somnifères restaient intacts. Sa survie dépendait des gouttes d'eau qui tombaient du plafond calcaire. Il se plaçait sous ses suintements pour les recevoir directement dans sa bouche. Quand elle se faisait d'eau trop rare, il collait ses lèvres à la pierre pour en extraire la moindre trace d'humidité. La faim, elle, se transformait en crampes douloureuses. Après presque une semaine, Jean-Luc commença à s'adapter par pur instinct. Pendant le noir, il fouillait le sol comme un animal en quête de quelque chose à manger. Il avala l'air argileuse et mâchouilla des morceaux de bois pourri laissés par d'anciens ouvriers. Cela ne nourrissait pas vraiment, mais apaisait un peu son estomac. Dans une zone plus sèche, il trouva des plastiques abandonnés et s'en enveloppa pour se réchauffer. Le sommeil, privé de lumière naturelle, devint chaotique. Parfois, il s'endormait quelques minutes en croyant que des jours entiers s'étaient écoulés. À d'autres moments, il errait dans un état semi-conscient, incapable de dire s'il rêvait ou restait éveillé. Avec les semaines, son esprit connut des bouleversements violents. Il vivait des instants de désespoir total. Un jour, peut-être 2 semaines après son entrée dans ce dédale, bien qu'il fût impossible de mesurer le temps, il tomba sur un vieux morceau de corde abandonné. Il l'attacha soigneusement en formant un nœud coulant, le gardant comme ultime recours au cas où il ne pourrait plus supporter cette existence dans le noir. Mais il y avait aussi des instants étranges de sérénité. Épuisé physiquement et mentalement, il se laissait parfois porter par l'obscurité au lieu de lutter contre elle. Dans ces moments-là, il marchait presque comme en méditation.
chantonnant doucement pour lui-même, sa voix résonnant dans les couloirs vides. À la fin de la 4e semaine, son corps n'avait plus rien de reconnaissable. De ses 75 kilos initiaux, il avait perdu presque un tiers de son poids. L'homme robuste qu'il était autrefois n'était plus qu'une silhouette effacée. Les ongles de Jean-Luc s'étaient allongés de manière irrégulière, cassés par le frottement constant contre la pierre. Sa barbe couvrait son visage longue, éparse et totalement négligée. Ses pieds si nus s'étaient transformés en véritables semelles épaissies et calleuses, assez résistantes pour supporter le sol rugueux des galeries. Sa vie se réduisait à l'espace immédiat qui l'entourait. La portée de ses bras, le bruit de l'eau qui tombait goutte à goutte, la texture froide du calcaire sous ses doigts, le monde extérieur, avec la lumière du soleil, l'air libre et les autres êtres humains semblaient désormais appartenir à une autre réalité, presque à une légende. Privé de tout repère, son esprit se mit à fabriquer ses propres illusions. Parfois, il entendait des voix qui n'existaient pas. Parfois, il croyait voir des éclats lumineux dans l'obscurité totale. Le 21 janvier 2005, exactement 34 jours après la disparition de Jean-Luc, 3 adolescents du coin décidèrent d'explorer les anciennes galeries de la Champignonnière. À peine quelques mètres après l'entrée, ils tombèrent sur une voiture immobile, portière du conducteur encore ouverte, comme figée dans le temps. La découverte les glaça et ils appelèrent aussitôt la police. Rapidement, une équipe de secours équipée de lampes puissantes et de matériel spécialisé s'engouffra dans le labyrinthe. Après environ 1h30 de progression méthodique, à seulement 180 mètres de l'entrée, ils tombèrent sur Jean-Luc. Le spectacle était saisissant. Sa peau, privée de lumière, avait la pâleur du papier. Son corps était réduit à une extrême maigreur, presque squelettique, et sa barbe avait poussé de manière sauvage. Pourtant, contre toute attente, il respirait encore. Les sauveteurs l'extirpèrent avec précaution et l'emmenèrent d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Les médecins furent stupéfaits. Malgré une déshydratation sévère et une malnutrition évidente, il n'avait aucune blessure grave. Le corps humain, grâce à sa formidable capacité d'adaptation, lui avait permis de résister plus d'1 mois dans des conditions qui, normalement, auraient le tué en quelques jours. Très vite, la nouvelle de sa survie fit le tour de la presse française, qui le surnomma le naufragé de l'obscurité. Son histoire captivait l'opinion publique, au même titre que les récits de grimpeurs ayant survécu en montagne ou de marins perdus en mer. Quand il retrouva la parole, Jean-Luc raconta en détail son expérience, comment il avait avalé de l'argile et du bois pourri, comment il léchait l'eau qui perlait sur les parois et comment il s'était enroulé dans des plastiques pour éviter de mourir de froid. Ce qui intriguait le plus psychologues et journalistes, c'était la description de ses états mentaux. Le cerveau humain, lorsqu'il est privé de repères et d'interaction avec le monde extérieur, peut réagir de manière imprévisible. Jean-Luc oscillait entre des abîmes de désespoir où il envisageait le suicide et des phases presque méditatives où il trouvait une paix étrange dans les ténèbres. Ce contraste révélait la plasticité étonnante de l'esprit. Pendant des centaines de milliers d'années, notre survie a reposé sur la capacité de l'hippocampe à créer des cartes mentales de l'espace environnant. Chez nos ancêtres nomades, cette faculté était vitale, se perdre signifiait mourir. Mais dans un environnement où ce mécanisme devenait inutile, comme dans un labyrinthe souterrain privé de tout repère visuel, le cerveau de Jean-Luc réagit par étapes, d'abord la panique, ensuite l'adaptation et enfin des états de conscience altérés. Son expérience prouva que lorsqu'un être humain perd totalement la notion de son environnement, son esprit peut basculer aussi bien dans l'horreur absolue que, paradoxalement, découvrir une forme inattendue de liberté. Comme il s'agit d'un compilé, à partir de maintenant, les voix de cette vidéo seront assurées par un autre narrateur, car à l'époque, j'en utilisais un différent. Cela dit, ce sont toujours des histoires intéressantes et je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Ce fameux 24 septembre 2005, la matinée s'annonçait claire et lumineuse dans le parc national de Sequoia, en Californie. 8 chercheurs se tenaient prêts à descendre dans la cavité appelée Empire Mine. Parmi eux, il y avait Shane Fryer, le chef de l'expédition, Mindy Goldberg, une jeune exploratrice de 25 ans, Dave Bunnell, vétéran de 53 ans, et Joel Despins. Le groupe rassemblait des profils variés, spéléologues, gardes forestiers et archéologues, unis par le même objectif. Ils voulaient étudier et photographier les vestiges intrigants d'une ancienne mine d'argent envahie par la végétation, témoin d'une exploitation minière datant des années 1870.
L'entrée d'Empire Mine se présente sous la forme d'un puits vertical. Pour y accéder, impossible de simplement marcher à l'intérieur. Il fallait utiliser des cordes et tout l'équipement de descente en rappel. Dans ce type de configuration, chaque détail compte. Fixer correctement les ancrages en surface, prévoir des sécurités supplémentaires et s'assurer que chacun connaisse les procédures de descente et les consignes d'urgence. Tout le monde le savait, tout le monde était préparé et pourtant certains allaient vivre l'une des pires expériences qu'un explorateur puisse rencontrer. Juste avant d'entrer, l'équipe a procédé aux dernières vérifications. Cordes, baudriers, casques, lampes frontales, descendeurs et systèmes d'assurage, tout devait fonctionner parfaitement sous terre. Shane, en tant que responsable, a ouvert la marche. Sa solide expérience en faisait le candidat naturel pour tester les cordes et vérifier les conditions du puits. En spéléologue aguerri, il savait à quel point chaque geste comptait. Sa descente se déroula sans accroc. Peu après, Mindy se lança à son tour. Elle suivit le plan sans difficulté et atteignit le fond de la cavité. De là, elle s'avança vers une sorte de cheminée étroite qui menait encore plus bas dans le système souterrain. Shane resta au point de départ, surveillant attentivement ses mouvements dans le passage étroit. Les cheminées représentent toujours un défi particulier. Ces passages verticaux ou quasi-verticaux exigent des techniques différentes des galeries horizontales. On doit se caler avec le dos, les pieds et les mains contre les parois opposées pour progresser lentement mais sûrement dans ces espaces exigus. Dave Bunnell se prépara alors à descendre. À 53 ans, il avait derrière lui des décennies d'expérience. Sa première partie en rappel se déroula sans problème. Le matériel tint bon et il atteignit le bas du puits en toute sécurité. Mais la suite de l'expédition allait montrer à quel point un environnement souterrain peut se révéler imprévisible. Des parois qui paraissent immuables depuis des décennies peuvent soudainement céder sans prévenir. Alors que Dave s'engageait dans la cheminée déjà empruntée par Mindy, des roches qui semblaient stables depuis des années se détachèrent. Un gros bloc, peut-être fragilisé par les vibrations, par des variations de température ou simplement par le temps, se décrocha de la paroi. Il tomba droit sur Dave, coinçant son sac à dos contre la roche et immobilisant sa jambe dans l'étroit passage. L'impact fut brutal et la situation dramatique. Dave se retrouva bloqué, incapable de bouger librement, écrasé sous le poids de la pierre. Dans les accidents de spéléologie, se retrouver coincé est l'un des scénarios les plus redoutés. L'espace réduit limite énormément les possibilités de secours. Heureusement, l'expérience de Dave lui permit de garder son calme. Il évalua sa position et entreprit de se libérer, en déplaçant son corps avec précaution pour éviter de provoquer d'autres chutes de pierre ou d'aggraver son blocage. Son sac, rempli de matériel essentiel, joua à la fois le rôle d'obstacle et de protection entre lui et la roche. Avec de la technique, de la force et beaucoup de détermination, Dave parvint finalement à se dégager du bloc. Mais son soulagement fut de courte durée. La pierre ne s'était pas contentée de tomber. Elle s'était repositionnée, bouchant totalement la cheminée. La géologie venait de remodeler le passage, créant un mur infranchissable là où il n'y en avait pas quelques minutes plus tôt. Mindy, qui se trouvait sous la roche nouvellement coincée, se retrouva piégée dans la partie inférieure du passage. Ce qui, quelques instants plus tôt, avait été une voie praticable, s'était transformé en prison. Elle était désormais isolée, incapable de rejoindre l'équipe et d'atteindre la sortie, avec une énorme pierre dressée entre elle et la liberté. Le bruit de la chute et les cris de Dave alertèrent immédiatement Joel Despin, qui comprit la gravité de la situation. Un sauvetage sous terre demande un esprit rapide, des compétences techniques solides et une coordination parfaite entre les membres de l'équipe. Les passages étroits et l'accès limité transforment chaque opération en véritable défi. Même avec des spéléologues expérimentés sur place, la descente précipitée de Joel marqua le début d'un sauvetage improvisé qui allait mettre à l'épreuve la détermination et le savoir-faire de tous. Contrairement aux secours en surface, où l'on peut rapidement mobiliser du matériel lourd et du renfort humain, dans une grotte, tout dépend des moyens disponibles sur place et des connaissances de l'équipe. L'expérience collective du groupe devint alors leur atout le plus précieux. Dave, Shane et Joel se retrouvèrent face à un problème presque digne d'un ingénieur dont l'issue pouvait signifier la vie ou la mort.
Le bloc qui obstruait la sortie de Mindy pesait bien plus que ce qu'un seul homme pouvait déplacer. Pourtant, il fallait le repositionner pour lui permettre de remonter en sécurité. Les sauvetages souterrains exigent souvent une bonne dose de créativité, en appliquant des principes de physique de base avec les maigres ressources et les outils que l'on a sous la main. Les 3 hommes se mirent au travail avec méthode pour tenter de déplacer le bloc. Il fallait analyser soigneusement les points d'appui, coordonner l'application de la force et surveiller en permanence le risque de nouvelles chutes de pierre qui auraient pu aggraver la situation. L'espace restreint de la cheminée limitait sérieusement les possibilités d'utiliser des leviers ou toute aide mécanique. Contrairement au sauvetage en surface où l'on dispose de treuils, de cordes multiples et de nombreuses mains, ici, il n'y avait que leur force physique, quelques outils simples et ce qu'ils pouvaient improviser avec les caractéristiques naturelles de la grotte. Tout au long de l'opération, garder le contact avec Mindy était essentiel, autant pour coordonner leurs actions que pour surveiller son état physique et mental. L'acoustique particulière des cavernes rendait la communication difficile, et le stress d'être coincé dans un espace aussi réduit pouvait être accablant. Maintenir le dialogue permettait non seulement de prévenir la panique, mais aussi de recueillir des informations cruciales sur l'efficacité de leurs efforts. La percée arriva lorsque les 3 réussirent à créer juste assez d'espace au-dessus du bloc pour que Mindy tente de s'extraire. L'ouverture était minuscule, à peine suffisante pour laisser passer une personne, mais elle représentait la frontière entre l'enfermement et la liberté. L'ascension de Mindy dans ce couloir si étroit demanda non seulement une grande maîtrise physique, mais aussi une force mentale impressionnante. Chaque geste devait être millimétré pour éviter de rester coincé à nouveau ou de provoquer une nouvelle chute de pierre. Son passage réussi à travers la fissure fut le point culminant du sauvetage. L'équipe pouvait désormais envisager de ressortir ensemble. Après la libération de Mindy, ils tentèrent, malgré tout, de replacer la pierre afin de restaurer la configuration initiale de la cheminée. Leur effort traduisait à la fois une préoccupation pour les futurs visiteurs et un profond respect pour la conservation des grottes. Mais la taille, le poids et la nouvelle position du bloc rendaient toute modification impossible avec leurs moyens limités. En quelques secondes, la chute de roche avait redessiné la géographie de l'Empire Mine, modifiant durablement son accès. Une fois les 8 membres réunis et Mindy enfin libérée de sa prison souterraine, l'expédition se concentra sur la sortie. Leur remontée signa la fin d'une exploration qui aurait pu tourner au drame. La mission archéologique et photographique qui les avait amenés dans la grotte fut éclipsée par le chaos géologique qui s'y déroula. Mais l'essentiel avait été accompli, tous en étaient sortis vivants. Grâce à l'expérience, à l'esprit d'équipe et à la réaction rapide de Dave Bunnell, Shane Fryer et Joel Despin, ce qui aurait pu être une tragédie se transforma en un sauvetage réussi. En Floride, était connu comme un petit refuge presque secret, un véritable joyau caché pour les plongeurs en quête d'eau claire et d'aventure. Le 22 septembre 1996, 2 amis s'y rendent, enthousiastes à l'idée d'explorer les profondeurs. Leurs noms n'apparaîtront pas dans les documents où j'ai trouvé l'histoire, que je partage d'ailleurs toujours dans la description. J'imagine que c'est pour préserver leur anonymat, mais appelons-les Jake Miller et Lisa Carter. Tous 2 avaient une certification de plongée en milieu ouvert, mais aucun n'avait suivi de formation spécifique pour la spéléologie subaquatique. Pourtant, la curiosité a pris le dessus. En se préparant, ils passent rapidement en revue les bases. Le plan semblait clair, mais un détail capital leur échappait. Ils n'avaient pas emporté de fil d'Ariane, cette corde fine qu'utilisent les plongeurs expérimentés pour retrouver la sortie. Pour eux, ce n'était pas nécessaire. Après tout, ils avaient déjà plongé ensemble à plusieurs reprises et faisaient confiance à leur expérience. La descente débute de façon impressionnante. Vers 18 mètres de profondeur, l'entrée de la grotte se dessine devant eux. Ils allument leurs lampes pour percer l'obscurité. Jake passe devant, prudent, Lisa le suit de près, le cœur battant entre excitation et une étrange vigilance. Plus ils avancent, plus le passage se rétrécit. Ils atteignent près de 45 mètres, bien plus profond qu'ils ne l'avaient prévu. Le silence n'est rompu que par le souffle régulier de leur détendeur. La lumière de leurs torches révèle des formations rocheuses qui semblent intactes depuis des millénaires. Et soudain, tout bascule. En voulant se repositionner, Jake soulève une épaisse couche de sédiments.
Les particules se répandent comme une fumée dense et en quelques secondes, la visibilité tombe à zéro. Lisa est saisie par la panique. Elle tend la main pour attraper son amie, mais ne rencontre que le vide. La grotte, fascinante quelques instants plus tôt, devient un piège. Elle se force à rester calme, à contrôler sa respiration, consciente que céder à la panique lui serait fatal. Mais Jake n'a pas la même maîtrise. Désorienté, incapable de voir, il se débat à l'aveugle pour retrouver le chemin de sortie. Ses mouvements désordonnés accentuent la confusion. Sa respiration rapide épuise son air. Dans un geste désespéré, il repère une fente étroite et tente de la franchir. Son gilet et sa bouteille se coincent, l'immobilisant totalement. L'angoisse devient insupportable lorsqu'il réalise qu'il est coincé dans le noir complet, sans repère. Pendant ce temps, Lisa fouille frénétiquement la masse trouble, balayant l'eau de ses bras. Elle sent alors un changement de courant et imagine que le plafond s'est effondré. La peur de l'ensevelissement la paralyse un instant. Son air s'épuise et sans retrouver Jake, elle prend une décision. Remonter. Chaque mouvement lui paraît interminable, comme si un éboulement allait la frapper d'une seconde à l'autre. En surface, elle arrache son masque et halète profondément. Elle appelle aussitôt les secours, consciente que chaque minute compte. Dans la grotte, Jake lutte encore. Coincé, ses forces s'épuisent. Il tente de libérer son matériel, les mains tremblantes. Après plusieurs efforts, il parvient à détacher son gilet et sa bouteille, s'arrachant enfin à l'étreinte de la roche. Son corps recule, mais il est désormais sans air, perdu dans un nuage opaque. Il tente de remonter par instinct, mais sans fil d'Ariane ni lumière, c'est une ascension aveugle. L'air qui lui reste est insignifiant. Il pousse contre la paroi, nageant vers le haut, mais ne retrouve pas son détendeur. Ses poumons réclament une inspiration qui ne vient pas. Les plongeurs de secours arrivent environ 1 heure plus tard. Habitués à évoluer dans des conditions extrêmes, ils progressent malgré la visibilité nulle. Contrairement aux craintes de Lisa, la grotte ne s'était pas effondrée. Ils retrouvent le corps de Jake près de la fente où il était resté coincé, libéré de son équipement mais déjà sans vie. Les enquêteurs concluront qu'il avait réussi à se dégager. Mais, désorienté, il a commis l'erreur fatale de tenter de remonter sans bouteille, sans air et sans repère. En retenant son souffle pendant l'ascension, il aurait probablement subi une embolie pulmonaire causée par la dilatation des gaz, perdant connaissance avant d'atteindre la surface. Son corps fut retrouvé à environ 13 mètres de profondeur, figé dans l'obscurité. Les premières nouvelles parlèrent d'un effondrement, mais les experts savaient que ce n'était pas le cas. Ce n'était ni le premier ni le dernier accident impliquant des plongeurs non formés aux grottes submergées. Lisa survécut, mais porterait ce poids toute sa vie. Elle reconnaîtra plus tard qu'ils avaient sous-estimé les risques. L'absence de fil d'Ariane, le manque de préparation technique, tout paraissait évident après coup. Ce qui avait commencé comme une plongée au paradis était devenu la tombe de Jake. Lisa et Jake n'avaient aucune expérience pour ce genre d'exploration. Mais comme vous allez le voir maintenant, même avec des années de plongée derrière soi, les choses peuvent quand même tourner au drame. Le 17 septembre 2000, dans le Ghost Canyon en Californie, Paul Hayden et son frère décident d'explorer un vieux puits abandonné qui menait à une grotte inondée. Paul n'était pas un simple amateur. Il possédait une certification de plongée en milieu ouvert et faisait partie d'une unité de sauvetage de l'US Air Force, considérée comme l'élite. Mais malgré toute son expérience, il n'avait aucune formation spécifique en plongée souterraine. Leur expédition débute en fin de matinée. Ils descendent par ce puits étroit et sombre, du genre qui ferait reculer la plupart des gens avant même d'essayer. Mais Paul était décidé. Il emportait une caméra, probablement pour immortaliser chaque détail et partager ensuite l'aventure. Pour lui, ce n'était pas seulement une plongée, c'était aussi une histoire à raconter. Il rampe sur une quinzaine de mètres de tunnel avant de descendre une pente d'environ 9 mètres, pour déboucher dans une chambre silencieuse remplie d'eau. Paul fixe alors une corde solide à l'entrée du bassin. Cette ligne devait lui servir de repère et de chemin de retour pendant l'immersion. Avant de plonger, il revoit une dernière fois le plan avec son frère. Sa bouteille contenait assez d'air pour environ 2 heures. Si passé ce délai il n'était pas remonté, son frère devait immédiatement chercher de l'aide. Le plan semblait carré. Paul connaissait bien les environnements aquatiques, mais un détail essentiel restait ignoré. Il ne s'agissait pas d'une plongée en mer. Ici, c'était une grotte, un milieu qui exige des compétences totalement différentes. Il n'avait pas de certification en spéléoplongée, pas d'éclairage adapté, ni de véritable fil d'Ariane. Pourtant, il avait confiance en son savoir-faire. Il se prépare et s'immerge. Très vite, il comprend qu'il est tombé sur quelque chose d'exceptionnel. Des passages étroits, des parois tranchantes, des boyaux en forme de labyrinthe.
Chaque geste demandait une concentration extrême, mais Paul avançait avec détermination, impatient de voir ce qui se cachait plus loin. À l'extérieur, son frère tenait fermement la corde. Régulièrement, il donnait quelques coups pour vérifier que Paul allait bien. Au début, les réponses venaient. Mais après 40 minutes, plus rien. Il insiste, tire encore. Aucun signal. L'inquiétude monte avec les minutes. Quand les 2 heures fatidiques approchent et que Paul ne revient toujours pas, la panique le saisit. Il file chercher de l'aide. Les équipes de secours arrivent rapidement et se mettent à explorer. Ils savent que chaque seconde compte. Les recherches commencent par les zones les plus accessibles. Le travail est lent et périlleux. Passage étroit, obscurité totale, relief dangereux. Quand ils le retrouvent enfin, Paul est coincé dans un boyau de moins d'1 mètre de large, juste sous une petite poche d'air. Son corps repose immobile sur le sol rocheux. La première hypothèse est la plus courante en plongée, panne d'air. Mais en vérifiant sa bouteille, il découvre qu'elle contenait encore près de 170 bars, largement de quoi remonter. Les sauveteurs sont déconcertés. Si l'air ne manquait pas, pourquoi ne respirait-il plus? D'autres détails les intriguent. Ses poings serrés, son détendeur hors de sa bouche. Cela ne ressemblait pas à une noyade classique. À la surface, son frère attendait dans un état de désespoir. Quand il ramène le corps, il court vers eux en demandant des explications. Mais il n'y avait pas de réponse immédiate, seulement le constat de sa mort. Ce n'est que plus tard, après le choc, qu'il demande plus de précision. Les plongeurs lui racontent que Paul avait été retrouvé sous une poche d'air, mais que ce n'était pas ce qui l'avait tué. La vérité éclatera en visionnant la caméra qu'il transportait. Les images retracèrent son parcours, ses mouvements assurés dans le labyrinthe, jusqu'au moment où il remarque une lueur au plafond de la grotte, une cavité remplie de gaz qu'il prend pour une poche d'air. Intrigué, il monte vers elle. Sur la vidéo, on le voit retirer son détendeur, geste interdit en plongée souterraine, puis inspirer profondément. Quelques secondes plus tard, son visage change, ses muscles se relâchent et son corps s'effondre, coulant jusqu'au sol de pierre. Ce n'était pas de l'air, mais du gaz toxique accumulé au plafond de la cavité, dépourvu d'oxygène vital. Une seule inspiration a suffi pour le faire perdre connaissance instantanément, sans aucune chance de survie. Le puzzle s'éclairait enfin. Les poings crispés, le détendeur abandonné, l'air intact dans la bouteille. Tout correspondait à un effondrement brutal et fatal. Cette bouffée d'un gaz piégeur, né de la curiosité, avait suffi à mettre fin à sa vie. Août 2000, le soleil du matin effleurait à peine les pentes rocheuses quand un groupe de 15 adolescents du camp de vacances s'est retrouvé devant l'entrée de la grotte de Duffield. Leur responsable, M. Peterson, jeta un coup d'œil à sa montre et compta les jeunes une dernière fois avant de donner le signal du départ. Parmi eux se trouvait une jeune fille de 17 ans. Elle ajusta son casque, vérifia sa lampe frontale et inspira profondément. Malgré son âge, elle faisait déjà partie des plus expérimentées du groupe, puisqu'elle avait exploré plusieurs grottes de Pennsylvanie en compagnie de sa famille. L'entrée de la cavité s'ouvrait devant eux comme une gueule béante dans la falaise calcaire. Elle ressentit ce mélange familier d'excitation et d'appréhension en s'avançant dans l'obscurité, à la suite des autres. La première heure d'exploration se déroula sans problème. Le groupe progressa à 4 pattes dans de larges couloirs, traversa des formations minérales et resta bouche bée devant la beauté de la salle principale, qui ressemblait à une cathédrale souterraine. Les faisceaux des lampes éclairaient des stalactites formées au fil de milliers d'années, tandis qu'ils s'enfoncèrent toujours plus loin dans le réseau de galeries. Puis, ils atteignirent la partie la plus redoutée. Ce passage, connu des spéléologues du coin, avait la réputation d'être le plus compliqué de toute la grotte, avec ses couloirs étroits et ses courbes étouffantes. Le conduit se tordait dans la roche comme un intestin géant, forçant quiconque s'y engageait à contorsionner son corps dans des positions invraisemblables. Le trajet commençait par un long ramping, remontait brusquement, virait à gauche, redescendait, tournait à droite et, seulement après tout ça, débouchait sur une salle plus spacieuse. La plupart du groupe préféra ne pas aller plus loin. Le passage paraissait trop étroit, trop inconfortable, trop risqué, mais la jeune fille ne se laissa pas impressionner. Elle avait déjà franchi des conduits difficiles et pensait pouvoir gérer celui-ci aussi. Elle observa attentivement l'entrée et mémorisa le trajet dans sa tête. Grimper d'abord, tourner à gauche, redescendre, bifurquer à droite puis remonter encore. Comme si elle résolvait un casse-tête en 3 dimensions avec son propre corps, elle s'avança la première, tête en avant, rampant comme un soldat au sol. La lumière de sa lampe faisait briller les parois lisses de calcaire, sculptées par des siècles de ruissellement. L'espace était étroit mais ses épaules passaient encore. Tout semblait sous contrôle. Le premier virage arriva plus vite que prévu. Le tunnel montait raide,
l'obligeant à tourner son corps et à pousser ses pieds contre la paroi inférieure pour prendre de l'élan. Son casque frottait le plafond rocheux pendant qu'elle forçait le passage. Le froid de la pierre traversait la combinaison et glaçait sa peau. Vint ensuite le virage à gauche. Pour le franchir, elle dut faire pivoter tout son corps, comme si elle suivait le contour d'un point d'interrogation gravé dans la roche. Son épaule droite frottait la paroi, tandis que sa hanche gauche pressait contre l'autre côté. L'espace se rétrécissait à chaque centimètre. Quand le conduit redescendit, elle eut la sensation d'être aspirée dans une rainure métallique. Sa poitrine se collait contre le sol et la gravité la tirait inexorablement vers l'avant. Son souffle devint court, étouffé par l'étroitesse du lieu. Elle pouvait encore entendre les voix lointaines et assourdies de ses camarades derrière, mais elle semblait déjà appartenir à un autre monde. Et c'est au virage à droite que tout bascula. Jusqu'ici, son corps avait suivi la séquence de mouvements sans accroc. Elle descendait encore de la section précédente, son bassin restait tourné vers la gauche, et maintenant il lui fallait s'incliner à droite pour continuer. Mais au moment de tenter ce mouvement, il n'y avait tout simplement plus assez de place pour passer. Son épaule droite resta coincée contre une paroi, sa hanche gauche bloquée contre l'autre. Ses jambes, encore tordues par les virages précédents, ne trouvaient aucun appui ni pour avancer, ni pour reculer. C'était comme si ce corridor calcaire s'était transformé en camisole de force naturelle, l'emprisonnant dans une position inextricable. La panique la frappa comme une décharge électrique. Son cœur battait à tout rompre, en réalisant qu'elle n'avait plus aucune issue. Chaque tentative de mouvement ne faisait que la coincer davantage. Les parois, qui jusque-là paraissaient seulement étroites, semblaient désormais se refermer sur elle pour l'écraser. Son souffle devint court et précipité. Le faisceau de sa lampe tremblait, révélant la peur qui lui faisait secouer la tête. Et l'obscurité, au-delà du cercle de lumière, semblait envahir l'espace et le rétrécir un peu plus à chaque seconde. Même dans le froid constant de la grotte, autour de 10 degrés Celsius, la sueur coulait sur son front. Elle tenta de crier, mais sa poitrine comprimée ne laissait échapper que des sons faibles et haletants. Comme si cela ne suffisait pas, le passage étouffait encore plus sa voix. Ses amis, rassemblés à environ 9 mètres de là, ne pouvaient n'y pas percevoir son désespoir. Ce n'est que lorsqu'ils remarquèrent qu'elle mettait un temps anormal à sortir du tunnel qu'ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Des voix résonnèrent dans la grotte pour l'appeler. Quand elle répondit enfin par un souffle faible, le ton urgent de leur réplique montra qu'ils avaient saisi la gravité de la situation. Les 4 heures qui suivirent se transformèrent en un cauchemar de tentatives de secours infructueuses. Ils tirèrent ses pieds de toute leur force, mais les courbes empêchaient tout mouvement rectiligne. Ils poussèrent derrière elle, ce qui la coinça encore plus dans l'espace étroit. Dans la panique, ils commirent une erreur. Ils versèrent de l'eau sur elle, pensant que cela agirait comme lubrifiant. Mais la pierre absorba le liquide presque immédiatement. Au lieu d'aider, l'eau trempa ses vêtements et fit que le froid de la grotte commença à lui voler sa chaleur corporelle. Ce qui semblait d'abord un environnement frais se transforma en ennemi. L'hypothermie s'installait lentement, comme un poison invisible. Les tremblements commencèrent par de légères secousses, puis s'intensifièrent rapidement. Ses muscles se contractaient involontairement, rendant l'étroitesse du passage encore plus oppressante. Son esprit devint confus, et les décisions simples semblaient lourdes à prendre. Par moments, elle ne distinguait plus son corps de la roche autour d'elle. Elle se mit même à murmurer des mots aux parois, comme pour s'excuser d'être là, implorant sa voix basse de la laisser passer. Dehors, une opération de secours commençait à se mettre en place et allait bientôt entrer dans les annales des interventions les plus impressionnantes de la région. Le propriétaire du terrain avait appelé les services d'urgence dès que les adolescents étaient sortis de la grotte en panique. D'abord arrivèrent les policiers, puis les pompiers, ensuite les équipes médicales et enfin des unités spécialisées venues de 3 départements différents. Très vite, le flanc de la colline au-dessus de la grotte ressemblait à une petite ville, illuminée par des lumières rouges et bleues clignotantes parmi les arbres. Mais il y avait un problème. Aucun de ces professionnels n'avait d'expérience pratique en sauvetage souterrain. Ils déployèrent du matériel, envoyèrent les pompiers les plus minces dans le tunnel, mais personne ne réussit à l'atteindre. La succession de virages défiait toute technique conventionnelle. Quand le soleil se coucha, quelqu'un contacta enfin la communauté locale de spéléologues. En moins d'1 heure, des spécialistes habitués à vivre dans les entrailles des cavernes arrivèrent sur place. Ces personnes connaissaient les caprices de la roche et avaient des années de pratique dans des passages impossibles pour n'importe qui d'autre. Un des plus petits du groupe parvint à l'atteindre, évalua toute la situation et revint discuter avec les autres. La solution fut à la fois simple et délicate. Ils remarquèrent dès que ses vêtements trempés par l'eau et la sueur avaient légèrement gonflé son corps. Dans cet espace étroit, quelques centimètres supplémentaires faisaient toute la différence entre passer ou rester coincé. Avec un soin extrême, les secouristes retirèrent la plupart de ses vêtements et recouvrirent sa peau d'huile de cuisine, qui offrait la lubrification que l'eau n'avait pas réussi à procurer. L'opération de libération prit encore 1 heure de travail coordonné.
Chaque mouvement devait être soigneusement pensé, chaque courbe refaite dans le sens inverse. Le groupe soutenait son poids et guidait délicatement son corps pour desserrer, une par une, les positions qui la retenaient en prisonnière. Quand ils réussirent enfin à la sortir du passage, elle était presque inconsciente, affaiblie par l'hypothermie et l'épuisement. La température interne de son corps avait dangereusement chuté, mais elle respirait toujours. Les secouristes l'enveloppèrent immédiatement dans des couvertures thermiques et administrèrent un sérum intraveineux pour combattre la déshydratation et le choc. Malgré les égratignures et le froid intense, elle n'avait pas de blessure grave. Elle resta hospitalisée 2 jours pour récupérer. Les médecins dirent qu'elle avait eu de la chance. 1 heure de plus dans ce froid aurait pu entraîner des séquelles permanentes, ou même la mort. Heureusement, elle survécut. C'était un samedi matin, le 18 juillet 1998, quand Craig Douglas, sa sœur Jessica Douglas et leurs amis Buster Miller et Jennifer Russell sont arrivés à l'entrée de la Keyhole Cave, secteur C. L'ambiance était électrique. La forêt autour était tranquille, exactement le genre de cadre qui donne envie de se lancer dans une expédition. Ce n'était pas leur première visite. L'année précédente, ils avaient exploré une partie de la grotte d'environ 110 mètres de long, mais s'étaient arrêtés avant le point le plus profond. Cette fois, ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout. La Keyhole Cave était célèbre pour ses passages étroits et étouffants, où il fallait ramper, se contorsionner et tordre le corps dans des positions presque impossibles à tenir. Le point le plus bas se trouvait à 34 mètres sous la surface et pour y accéder, il fallait passer par un tunnel minuscule d'environ 30 cm de hauteur, suivi d'une chute verticale de 2,5 mètres. Équipés de lampes frontales et de genouillères, ils ont commencé la descente. Dès qu'ils ont pénétré dans la grotte, l'impression d'entrer dans un autre monde les a envahis. La température chutait, l'air était immobile et les seuls sons étaient leur respiration et le frottement de leur équipement contre la pierre humide. Pendant les premières heures, tout s'est passé sans incident majeur. Ils avançaient lentement dans le labyrinthe de passage, se glissant à travers les couloirs étroits qui exigeaient un effort constant jusqu'à atteindre le fameux Paul's Passage, surnommé Paul's Pipe, le dernier étranglement avant le puits final. Le tunnel était extrêmement bas, à peine un peu plus qu'un empan de hauteur. Craig fut le premier à s'y faufiler. Il expira, essayant de réduire au maximum son corps et se mit à ramper. La pierre pressait ses côtes et ses hanches, rendant chaque centimètre douloureusement lent. Les bras presque immobilisés, il poussait avec ses jambes, ses bottes frottant contre la roche humide. Le passage menait au bord du dénivelé de 2,5 mètres, où il devait se positionner avec beaucoup de précaution avant de descendre. Mais quelque chose a dérapé. Son pied gauche s'est coincé dans une fissure de la roche, bloquant sa botte. Frustré, il a essayé de se dégager, mais dans ce mouvement, son genou droit s'est coincé entre 2 éclats irréguliers de pierre. Une douleur aiguë a traversé sa jambe. Les pierres, légèrement instables, se sont déplacées juste assez pour bloquer encore plus son genou, le serrant de tous les côtés. Il haletait, le cœur battant à tout rompre, tentant de tirer sa jambe en arrière, mais chaque effort empirait la situation. C'était comme si la roche se refermait sur son genou comme un étau. Les arêtes râpeuses déchirèrent la peau, et chaque mouvement amplifiait la douleur. Le désespoir l'a rapidement gagné. Craig comprit qu'il était dans une position extrêmement dangereuse. Le corps penché vers le bas, le poids partiellement soutenu par la jambe coincée. S'il glissait, il resterait suspendu au-dessus du puits, le genou écrasé par son propre poids. La sueur coulait sur son visage. La moitié de son corps était presque suspendue au-dessus du dénivelé, les bras coincés contre les parois étroites. Chaque petit mouvement déclenchait une nouvelle vague de douleur. C'était comme si la grotte voulait l'engloutir. Jessica, sa sœur, qui suivait juste derrière, comprit que la situation échappait à tout contrôle. Pendant environ 15 minutes, il lutta pour se libérer. Miller se glissa dans le tunnel pour l'aider, mais l'espace était si réduit qu'il peinait à bouger. Il tirait Craig, essayait de le tourner, mais le genou coincé ne bougeait pas. La jambe de Craig commença à gonfler rapidement. Sa respiration était irrégulière, ses bras tremblèrent d'effort. La douleur brûlait comme du feu et la pression donnait l'impression que l'os se brisait. La position empirait la situation, car tout le sang montait à la tête. Craig commença à avoir la nausée, étourdi, sur le point de perdre conscience. Il savait qu'il devait se redresser ou s'évanouirait là, immédiatement. Dans un effort désespéré, il réussit à tourner légèrement le torse pour mieux s'appuyer. Pas facile, il devait soutenir le poids de son corps avec le peu de force qu'il lui restait, en gardant tête et dos droit tandis que la jambe restait coincée. Le cœur battait à tout rompre. L'espace semblait rétrécir, devenir de plus en plus étouffant. Il était clair qu'ils avaient besoin d'aide. Jennifer Russell, la plus rapide du groupe, fut envoyée à la surface chercher du secours.
Elle disparut dans les tunnels, laissant les deux autres improviser un soutien. Ils glissèrent des vêtements dans la fissure pour soulager la pression sur son corps, mais c'était à peine suffisant. Quand les premiers secours ont enfin pu atteindre Craig, il était coincé depuis plus de 5 heures. La situation était critique. Sa jambe était visiblement enflée, la circulation sanguine presque arrêtée. S'il ne le libérait pas rapidement, il risquait de perdre son membre, voire la vie. Le sauvetage avançait lentement et avec une tension palpable. L'espace était si restreint qu'une seule personne pouvait travailler à la fois. Ils ont essayé de le tirer, de repositionner son corps, même de lubrifier la roche avec de l'eau et de l'huile végétale. Rien ne fonctionnait. Et rapidement, un nouveau problème s'est apparu. Le froid. Le contact avec la pierre glacée drainait toute la chaleur de son corps. Et Craig commençait à trembler de manière incontrôlable. S'il restait ainsi trop longtemps, l'hypothermie aurait eu raison de lui. Les sauveteurs l'enveloppèrent dans une couverture thermique, glissèrent un morceau de tapis sous ses hanches et installèrent une ligne électrique dans la grotte pour alimenter un souffleur d'air chaud. C'était la seule chose qui l'empêchait de perdre conscience. Mais à mesure que la nuit avançait, un problème encore plus grave se manifesta. La qualité de l'air dégringolait. Même les secouristes avaient du mal à respirer. Le taux d'oxygène était tombé à 16,9%. Il suffoquait lentement dans les entrailles de la grotte. La situation n'était plus seulement dangereuse pour Craig, tous étaient en danger et le temps filait. Ils montèrent à la hâte un système de ventilation improvisé. Grâce à des tuyaux, de l'air frais fut injecté dans les tunnels, offrant un soulagement momentané et permettant de continuer à respirer. Une fois l'oxygène stabilisé, toute l'attention se porta sur la libération de Craig. Plus de 30 heures s'étaient écoulées depuis qu'il était coincé. Son corps commençait à lâcher. La jambe ne semblait plus lui appartenir, seulement une masse douloureuse et sans vie. Ils décidèrent de changer de stratégie. Munis de perceuses et de burins pneumatiques, ils commencèrent à éroder la roche, millimètre par millimètre. L'espace ne permettait qu'un seul sauveteur à la fois, rendant le processus épuisant et interminable. Le bruit des outils résonnait contre les parois, se mêlant à la respiration faible de Craig. Il tremblait à peine, ce qui n'était pas bon signe. Cela voulait dire que l'hypothermie, qui le menaçait depuis des heures, gagnait du terrain. Pourtant, les sauveteurs refusaient de le laisser abandonner. Ils lui parlaient sans cesse, lui rappelant la lumière là-haut, l'air libre qui l'attendait, les gens qui comptaient sur lui. Craig ne pouvait plus répondre. Ses lèvres étaient gercées, sa gorge sèche de déshydratation. Mais au fond, il entendait chaque mot. Enfin, après des heures interminables de perçage, une ouverture apparut. Petite, mais suffisante pour une dernière tentative désespérée. Les secouristes ne pouvaient pas atteindre le point final et passèrent un porviquet à la perceuse à Craig. Tout ou rien. Ses doigts obéissaient à peine lorsqu'ils saisirent à tiers l'outil. Après plus de 30 heures coincé, tout se jouait maintenant. Il rassembla ses dernières forces. Les bras tremblaient, les muscles brûlaient d'épuisement. À moitié suspendu au-dessus du dénivelé, il pressa la perceuse contre la pierre. Il serra les dents, tandis que les vibrations traversaient tout son corps. La vision se brouilla, le monde tourna, et enfin quelque chose céda. Pour la première fois depuis presque 2 jours, sa jambe bougea. La résistance qui la maintenait prisonnière commença à céder. Avec ses dernières têtes forces, il tira sur son corps et réussit enfin à se libérer. Il était 20h30, dimanche soir. Le soulagement fut immense. Chaque nerf de son corps explosa de douleur lorsque le sang recommença à circuler. C'était comme un feu intérieur. Sans force, il s'effondra contre la roche, tandis que les secouristes le soutenaient fermement, lui permettant juste de respirer, de sentir et d'exister. La grotte, enfin, l'avait libéré. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Sa jambe était gravement endommagée. Le temps passé coincé avait compromis la circulation et il ne pouvait plus supporter son poids. Chaque mouvement était une torture. Soutenu par les secouristes, il dut ramper, escalader et se glisser, centimètre par centimètre, jusqu'au chemin de sortie. Le trajet jusqu'à la surface prit plus de 8 heures. À 9h15, lundi matin, après 43 heures sous terre, Craig émergea à la lumière du jour. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital où les chirurgiens pratiquèrent des interventions d'urgence pour tenter de sauver sa jambe gravement touchée. La récupération prendrait des mois, mais il avait survécu. Craig Douglas avait affronté le pire cauchemar imaginable dans une grotte et en était sorti vivant pour raconter son histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que vous avez aimé cette histoire. Et si c'est le cas, vous aimerez sûrement une autre aventure qui apparaît sur votre écran. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine vidéo.